moment où la France allait exiger des visas pour les Algériens, l'Algérie a joué la réciprocité et depuis, ça existe toujours. Pour les Français, il faut un visa. Voilà. Maintenant, je veux revenir sur le fait qu'il y a toujours des problèmes entre la France. Je pense que depuis l'indépendance, pour moi, ils n'ont pas cessé. Je sais que Bernard Lévy, il organise des réunions avec les indépendantistes kabyles depuis plus que 30 ans. C'est régulier, c'est très régulier. Maintenir cette pression pour au cas où un jour, ce serait utile. Et puis ça arrange beaucoup les nostalgiques, parce qu'en France, il y a beaucoup de nostalgiques de l'Algérie française qui aimeraient bien refaire l'histoire. Je pense que le revirement de la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est depuis que le gendre et conseiller de Trump, Kachner, a pondu les accords d'Abraham. Et c'était la condition pour laquelle le Maroc, pour que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, c'est reconnaître, enfin signer les accords d'Abraham avec Israël. L'Égypte, le Soudan et d'autres pays. L'Algérie, elle a refusé automatiquement. L'Algérie, depuis son indépendance, elle a soutenu, c'est un des premiers pays régulièrement qui a soutenu la cause palestinienne, sans changer. Et ça ne plaît pas. Et je crois que c'est tout. Je voulais savoir si on avait demandé un jour aux Sahraouis ce qu'ils préféraient. Peut-être on peut prendre 2 questions, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Vous disiez que la France délivre de moins en moins de visas en comparaison avec le Maroc, mais est-ce que ce n'est pas les Algériens qui préfèrent plutôt partir au Canada ou à d'autres pays, plutôt qu'une baisse des visas par la France? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'éclairage que vous nous apportez. C'est intéressant et toujours enrichissant. J'aimerais revenir sur 2 aspects. Sur la langue française, par exemple. C'est bien surtout la faute de la France si l'Algérie, question d'éducation et de choix de langue, si l'Algérie finalement se dirige plutôt vers l'enseignement de la langue anglaise plutôt que française. J'explique davantage, parce que j'enseigne le français langue étrangère. Donc, le problème, c'est que jusqu'aux années à peu près 2000, l'enseignement de l'arabe en France a été supprimé. Voilà. Il y avait l'enseignement de l'arabe, il y avait l'enseignement du portugais, tout ça a été supprimé par la droite, évidemment. Donc ça, c'est un aspect. Donc, bon, pourquoi on aurait l'air étonné que l'Algérie... Pourquoi on aurait l'air étonné que l'Algérie choisisse une autre langue que le français? Enfin, ça me paraît normal. Alors, d'autre part, on n'a pas évoqué vraiment la Tunisie, parce que l'Algérie a une frontière commune avec la Tunisie. Ne l'oublions pas, donc on n'est pas venu sur cet aspect-là. Quelles sont les relations actuellement? Que sont-elles devenues entre la Tunisie et l'Algérie? Ce serait intéressant. Merci. J'ai une question. Qu'en est-il Après, on s'arrête pour la question. Des printemps arabes, de l'aspiration des différents peuples, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, à plus de démocratie? On parlait des cours d'arabe, mais il n'y a jamais eu des cours d'arabe des années 60 jusqu'à maintenant. Dans les écoles, il y a eu des cours d'italien, des cours d'espagnol dans les écoles publiques. En France? On peut pas, en France. Mais si, il y en a. Il y en a un peu. Il y en a un peu, mais très peu. Oui, pas ouvert à tout le monde. Dans les écoles, dans les collèges, en deuxième langue. Oui. Exact. Il n'y avait pas l'arabe aussi. Non. Oui, oui, tout à fait. Dans les universités, oui. Oui, absolument. Dans les collèges, en deuxième langue. Ok. On fait une série de réponses et on reprend des questions si vous voulez. Première remarque sur la réciprocité, oui, vous avez tout à fait raison. L'une des singularités de l'Algérie au moment de la mise en place des visas
côté français en 1986, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que contrairement à la Tunisie et au Maroc, l'Algérie a fait le choix de la réciprocité tout de suite. Donc dès qu'il y a eu la mise en place des visas côté français, on a dit bon, dans ce cas vous aurez des visas pour venir sur le sol algérien, et c'est encore valable, et c'est valable encore jusqu'à aujourd'hui. Alors que bon, dans certaines conditions, parfois on a pu voyager en Tunisie et au Maroc avec une simple carte d'identité. Entre autres parce que pour les économies marocaines et tunisiennes, il y avait besoin de cette facilitation de la circulation, notamment pour le tourisme, etc. Sur les indépendantistes kabyles, oui, ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, c'est un peu un épouvantail utilisé aussi par le pouvoir algérien, parce que d'un seul coup, en 2020-2021, on a commencé à insister, à se focaliser sur eux, alors qu'ils étaient loin d'être au cœur du Hirak. Et sachant qu'en Kabylie, vous avez bien sûr, la Kabylie est un des bastions à la fois de la guerre de libération nationale et de l'opposition algérienne. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que les Kabyles sont attachés à je ne sais quelle indépendance. Et ça, dans la propagande marocaine, on a voulu faire une espèce d'équilibre ou de parallèle entre les cas kabyles et sahraouis, alors que ce sont deux cas radicalement différents. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie est un mouvement largement, en grande partie en tout cas, extérieur, je veux dire en termes de poids. Ils sont beaucoup plus représentés à Belleville, je pense, qu'en Kabylie. Bon, ça c'est un fait. Et comme je le disais, malheureusement, il est d'ailleurs, vous avez dit ce mouvement était soutenu par Bernard-Henri Lévy. C'est un mouvement qui est aujourd'hui largement soutenu par la droite française, même la droite sénatoriale, par exemple, a accueilli le chef de ce mouvement, Farhat Mhenni. J'ai fait une commission des affaires étrangères au Sénat où on a entre autres évoqué cette question. Ils m'ont posé une question sur leur poids. J'ai dit à peu près ce que je pensais de ce poids. Et une semaine ou 2 semaines plus tard, ils ont accueilli une énorme délégation de ce mouvement qui leur a dit vraisemblablement tout le contraire, et qu'ils étaient la principale force en Kabylie, etc. L'une des caractéristiques de ce mouvement aussi, c'est que c'est un mouvement très pro-israélien. Dans le discours, Farhat Mhenni, c'est quelqu'un qui tient des propos régulièrement pro-israéliens. Donc déjà, ça c'est un point important parce que ça le rend très peu crédible en Algérie. Je veux dire, en plus du reste. C'est-à-dire, à la limite, vous pouvez toujours trouver des gens en Kabylie qui peuvent être pour l'autonomie, par exemple, qui peuvent être d'accord avec telle autonomie ou un système fédéral. C'est un droit. Hein, c'est un droit dans une démocratie, on a quand même le droit d'imaginer des choses. Mais le problème, c'est que quand le monsieur qui parle au nom de cette cause tient des propos régulièrement pro-israéliens, y compris en plein génocide, pour faire plaisir à l'extrême droite française, vous imaginez bien que l'opinion publique algérienne, même kabyle, ne va pas l'applaudir. Donc déjà, c'est effectivement un point à rappeler. Vous avez parlé des accords d'Abraham. Bon, les accords d'Abraham, c'est très intéressant parce que il fut un temps où la diplomatie française, quand il y avait des normalisations entre Israël et un pays arabe, savait quand même se montrer un peu prudente, voire critique. Parce que moi, j'ai relu la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing au moment de la première normalisation israélo-arabe, c'est-à-dire la normalisation israélo-égyptienne, et à l'époque, la diplomatie française n'a pas applaudi, puisqu'on était encore dans un esprit un peu gaullien. Giscard d'Estaing, à l'époque, c'est pas non plus le champion de la cause palestinienne, mais en comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui, on a l'impression que si. Mais le discours officiel de l'époque, c'était nous, la normalisation, on parlait pas de normalisation à l'époque, le traité de paix israélo-égyptien, bon, vous êtes bien sympathique, mais nous sommes plutôt sceptiques parce qu'il faut prendre en compte la question palestinienne. Ce traité ne prend pas en compte l'avenir de la population palestinienne, etc., etc. Donc il y avait une vraie prudence, il y avait quelque chose de gaullien. Avec les accords d'Abraham, on s'est dit, bon, bah, si les Arabes eux-mêmes sont d'accord, tant mieux. D'autant que les accords d'Abraham sont quand même des accords avec des pays qui n'étaient pas en conflit avec Israël. Donc c'est des accords qui ne mangent pas de pain. Bahreïn, les Émirats, le Maroc, bon, c'est pas l'Égypte. C'est-à-dire que c'est pas un pays qui était en guerre avec les Israéliens.
Vous me dites, est-ce que c'est le facteur déterminant dans le changement de politique française? Je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'au moment, après les accords d'Abraham, et malgré les accords d'Abraham, il y a eu quand même la poursuite de la convergence avec l'Algérie. Il y a eu par exemple la grande visite de Macron à Alger. Ça, c'était déjà après. Vous voyez, on a voulu poursuivre. Mais vous avez raison sur ce point, la normalisation avec Israël, pour un certain nombre de diplomates français, est perçue comme une force. Et donc, ça donne envie de se dire, les Marocains se sont renforcés grâce à ça. Et s'ils se sont renforcés grâce à ça, il faut les suivre. Et si ils nous demandent matin, midi et soir de reconnaître la marocanité du Sahara occidental, on le fait. Et ça donne ce que vous dites sur l'Algérie et la cause palestinienne, c'est très juste. Historiquement, l'Algérie est née quand même du principe d'autodétermination. Donc forcément, quand on est attaché à l'autodétermination, quand on est attaché à son autodétermination, on est attaché au principe. Donc on est attaché au principe aussi bien en Palestine qu'au Sahara. Donc ça, c'est vrai. Mais en réalité, il ne faut pas non plus oublier que ce que peut l'Algérie aujourd'hui sur cette question-là n'a rien à voir avec ce qu'elle pouvait faire à l'époque, dans la mesure où il n'y a plus la même marge de manœuvre. Et j'insiste sur le point. Sur ce point, on parle beaucoup de désoccidentalisation du monde, etc. C'est très vrai. Mais il ne faut pas oublier que ce qui permettait à un pays comme l'Algérie d'avoir un discours alternatif, par exemple, sur cette question-là, c'est la guerre froide. C'est l'existence d'une Union soviétique. Si l'Algérie peut se permettre de rompre avec les États-Unis en 1967, mais c'est parce que l'Union soviétique est là. Aujourd'hui, un pays comme la Russie ou la Chine n'offre rien d'alternative sur la question israélo-palestinienne. On n'est pas dans un même contexte. Aujourd'hui, Poutine ne parle pas de génocide. Il est même complaisant à l'égard du plan du président américain. Donc on est dans une autre configuration internationale. Donc forcément, la marge de manœuvre, elle est plus restreinte. Donc d'un côté, effectivement, en Algérie, on parle volontiers de génocide. Et les opinions publiques de toute la région, en réalité, sont viscéralement anti-israéliennes. Mais de l'autre, les pouvoirs en place sont forcément relativement prudents. Est-ce qu'on a demandé leur avis aux Sahraouis ? C'est une vraie question, parce que dans le plan onusien, il y a la question d'autodétermination, puisque c'est censé être un territoire à décoloniser. La question, effectivement, se pose. Côté marocain, on a proposé un plan alternatif à l'autodétermination, qui est ce que les Marocains appellent le plan d'autonomie. Et c'est ce plan d'autonomie qui a été soutenu par la France, en disant de toutes les manières, c'est la meilleure alternative pour l'instant, c'est la chose la plus crédible, etc. On a décrété à la place des Sahraouis, effectivement, que leur avenir s'inscrivait dans la souveraineté marocaine. Est-ce que c'est tout à fait conforme au droit international ? La réponse est plutôt non, puisque tout de suite après, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé gentiment à la France que dans, on va dire, l'accord d'association avec le Maroc, on ne pouvait pas inclure comme ça le Sahara occidental, parce que la Cour est allée même jusqu'à parler de peuple sahraoui, et ce peuple sahraoui-là ne s'est pas prononcé. L'autre question qui se pose, en fait, derrière votre question, c'est quelle est la bonne échelle pour lui demander son avis ? Une bonne partie de la population sahraoui est réfugiée à l'extérieur de ses frontières, notamment en Algérie, à Tindouf par exemple. Et elle est soutenue par le pouvoir algérien. La question, ce qui se pose, c'est est-ce que si on fait un référendum par exemple, on l'inclut ou pas ? Ça, c'est une question qui se pose. Pour le pouvoir marocain, la réponse est plutôt non, parce que les Marocains considèrent que ce n'est pas une question de droit international en réalité. C'est devenu une question de droit interne pour eux. Donc on est un peu dans la stratégie du fait accompli. Et cette stratégie du fait accompli, c'est la stratégie qu'on a décidé de soutenir, on le fait effectivement un peu au détriment du droit international. C'est-à-dire qu'on préfère le rapport de force existant, en se disant voilà le plus fort, au droit international. Mais c'est exactement ce qu'on fait aussi au Proche-Orient. Puisque au Proche-Orient aussi, on dit le plus fort, c'est le plus fort.
Et donc, pourquoi parler de droit international? C'est toute l'ironie d'ailleurs de ce qui nous arrive en ce moment, puisque le droit international est une langue qui est largement parlée par les opinions publiques, et dans les élites, on a l'impression que c'est une langue qui est devenue complètement étrangère. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème. Sur la question des différenciations entre les visas accordés aux Algériens et aux Marocains, vous avez raison, vous m'avez dit, est-ce qu'on donne plus de visas en ce moment aux Marocains parce que les Algériens, de toute façon, demandent d'autres visas que le visa algérien, ce qu'ils veulent plutôt aller ailleurs. Bon, oui, une partie de la population algérienne et des jeunes aujourd'hui algériens se détournent un peu de la France pour des raisons, bon, à cause de tout ce qu'on entend, mais ailleurs aussi, au Maroc aussi, en Tunisie aussi. Parfois, on préfère aller plutôt dans le Golfe pour travailler, quand on est un peu qualifié. Quand on peut, on fait des demandes de visa pour le Canada, vous avez raison, beaucoup le font. Hein, au Québec, à Montréal, vous avez une forte communauté algérienne. Aussi parce que les Canadiens, les Québécois jusqu'ici ont assumé finalement ça. C'est-à-dire, en gros, ils ont un problème démographique, ils ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, en partie qualifiée. Les Algériens sont plutôt francophones, donc forcément pour les Québécois, ça les a arrangés. Bon. Maintenant, on va dire, le discours change un peu côté québécois, avec certains discours nationalistes québécois, mais vous avez raison. Mais pour vous répondre concrètement, ce n'est pas vraiment le facteur qui explique ça, puisqu'on a beaucoup de refus. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un point qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas juste que la France délivre plus de visas aux Marocains qu'aux Algériens, parce que les Algériens demandent moins de visas qu'avant, c'est qu'on leur refuse beaucoup plus de visas qu'aux Marocains, les Algériens. Et parce que les Algériens continuent à demander des visas pour des raisons, on va dire, presque évidentes, parce qu'ils ont des liens familiaux avec les leurs. Moi, une partie de ma famille vit en Algérie, donc forcément, ça crée des liens. Une partie des Franco-Algériens a une famille en Algérie. Tout le monde, parmi les Franco-Algériens, certains ont des familles qui ne sont pas intégralement franco-algériennes. Donc parfois, il y a un mariage. Voilà, une amie récemment m'a expliqué que son oncle ne pouvait pas venir à son mariage parce qu'on lui a refusé son visa. Donc il y a des refus de visa. Il y a des refus de visa et il y a aussi des obstacles à la demande de visa, puisque ce sont des entreprises privées en réalité qui, dans les pays dont on parle, gère la question des visas, gère les rendez-vous pour les visas. Parce que le consulat a délégué cette question-là. Il ne délègue pas, hein, je vous rassure, la décision quand même, c'est une décision souveraine, mais la gestion administrative, elle est déléguée à des entreprises privées. Et pour trouver un rendez-vous aujourd'hui, forcément, c'est devenu c'est très, 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 très compliqué. Un jeune Algérien aujourd'hui, pour avoir un visa, ça devient très, très compliqué. Les seuls qui ont un statut un peu favorisé et qui n'ont pas besoin normalement, légalement, de demander un rendez-vous pour le faire, ce sont les ascendants de Français. C'est-à-dire ceux, par exemple, dont les enfants sont de nationalité française et eux ont finalement la possibilité de demander un visa sans demander un rendez-vous 6 mois, 8 mois, parfois plus avant. Mais pour les autres, oui, ça devient très compliqué d'avoir un visa et pour les dernières années, on a délivré plus de visas court séjour aux Marocains qu'aux Algériens. Alors évidemment, l'argument en face, et l'argument français, c'était de se dire, attention, nous on conditionne les visas à la délivrance des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français. On fait comme si cette question-là, c'était une question singulièrement algérienne. Dans les faits, les Algériens, qu'on le veuille ou non, ont globalement délivré pas mal d'OQTF. De laissez-passer consulaire. Parce que pour que l'OQTF, pour que l'obligation de quitter le territoire français soit effective, il faut que les consulats délivrent des laissez-passer. Donc on demandait aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens de délivrer ces laissez-passer. Mais on fait comme si c'était une problématique algéro-algérienne. Ah, les Algériens ne délivrent pas de laissez-passer consulaire. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, l'Algérie a délivré pas mal de laissez-passer, surtout quand les relations étaient fluides. Beaucoup de diplomates, par exemple, en privé, disent les Algériens en délivrent parfois beaucoup plus que les autres. Par ailleurs, la question, elle s'est posée dans les mêmes termes avec les Marocains, et elle se pose malheureusement en général quand il y a des faits divers, puisque quand il y a eu, par exemple, l'assassinat d'une jeune femme par un ressortissant marocain,
tout de suite après, on a évoqué la question des laissez-passer consulaires marocains, et on s'est rendu compte que les Marocains non plus n'en délivraient pas tant que ça. Donc elle s'est posée, c'était la fameuse crise des visas, c'était une crise qui concernait l'ensemble des pays du Maghreb central. La question suivante, c'était la question sur la langue française et l'enseignement de l'arabe. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le facteur déterminant en Algérie. Est-ce qu'en Algérie, par exemple, on fait une espèce de réciprocité, vous n'enseignez pas l'arabe, on ne va pas enseigner le français. En fait, moi je pense que non, bon, je pense même qu'on exagère la disparition du français en Algérie. Par exemple, on présente les choses comme si, bon, dans les écoles, par exemple, aujourd'hui, le français disparaissait complètement. C'est pas vrai, en fait. Bon, le français n'a pas complètement disparu. L'anglais n'a pas encore complètement remplacé le français. La population algérienne, certes, dans les jeunes, parfois, on se retrouve avec des gens qui parlent un peu les deux, les trois langues. Mais encore une fois, c'est un phénomène que j'ai remarqué avec des Libanais ou avec des Marocains. C'est-à-dire qu'un jeune Marocain aujourd'hui, même quand il a fait le lycée français, parfois, dans ses échanges avec ses amis, il va parler à la fois en dialecte, en français, en anglais, bon, il mélange, etc. Pour les générations, les générations un peu plus anciennes, bon, bien sûr que le français reste quand même la langue souvent utilisée, notamment pour les questions administratives. Par exemple, récemment, on s'inquiète par exemple du fait d'émettre des factures d'électricité en arabe et en anglais et pas en français, par exemple. Ça pose un problème pour beaucoup de gens. Ils se disent, non, on veut comprendre. Et ça, honnêtement, c'est une question qui se pose. Vous avez raison, hein, c'est pas une question complètement marginale, parce qu'elle se pose parfois. La dernière fois que j'étais à Alger, par exemple, on m'a déjà posé des questions précises sur, par exemple, est-ce que tu peux me lire telle notice ou ce qu'il y a écrit sur tel médicament, parce qu'on écrit en arabe et en anglais et plus rien en français. Donc il y a quelque chose quand même d'assez effectivement problématique. Hein. C'est parce que certes il y a quelque chose de symbolique, mais c'est gênant dans la vie quotidienne de beaucoup de gens. Donc d'un côté, je pense qu'il faut quand même l'admettre, cette réalité, et vous avez raison, mais de l'autre, j'essaie de la nuancer en disant, n'oublions pas que ça n'est pas qu'une affaire de relations franco-algériennes. Ensuite, sur l'enseignement de l'arabe en France. Bon, l'enseignement de l'arabe en France, et vous avez raison, il n'a pas été favorisé. Et c'est une question qui s'est souvent posée. Moi, je n'ai aucune réponse, n'ayant pas vraiment travaillé sur cette question, je n'ai pas de réponse sur pourquoi on s'est mis à marginaliser, je ne peux qu'émettre des hypothèses sur pourquoi on s'est mis à marginaliser l'arabe. On s'est mis à marginaliser l'arabe en France parce qu'on s'est dit que c'était la langue du terrorisme, j'imagine, beaucoup de gens pensent ça. On se dit aussi que c'est la langue qui empêche l'assimilation, ce qui est assez bête, parce qu'en général, bon, quand des enfants veulent apprendre l'arabe au lycée ou au collège, ça ne dit rien de leur supposée intégration, assimilation, je ne sais quel mot. Les islamistes, djihadistes, salafistes n'ont pas eu besoin d'accéder à la langue arabe pour aller en Syrie. Ils étaient rarement arabophones. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez grotesque dans notre rapport à la langue arabe en France. L'autre hypothèse que je formulerai, c'est qu'avec le temps et avec le parti pris européen, on s'est mis quand même à favoriser beaucoup plus les langues européennes. Moi, je vois beaucoup d'amis autour de moi, par exemple, qui ont préféré faire de l'allemand ou du russe plutôt que de l'arabe, parce que pour eux, parce que l'allemand, c'était quand même un truc d'excellence, donc forcément, c'était utile. Et concrètement, oui, vous avez raison, en fait, en termes de décision de l'éducation nationale, de toute façon, bon, sur l'arabe, on l'a marginalisé, puisqu'on s'est retrouvé avec un certifié et un agrégé par an. Donc, si vous avez un certifié d'arabe et un agrégé par an, forcément, vous n'avez pas beaucoup de cours d'arabe. Donc, j'ai vu des listes où il y avait un admissible, 0 admis. C'est pas beaucoup. Donc, forcément, ça veut dire qu'on ne veut pas enseigner l'arabe, en fait. Mais je ne suis pas sûr que ça joue forcément là-bas, mais en tout cas c'est un point qui est important et qui concerne un peu notre rapport au monde arabe, à nos représentations en fait. Sur la Tunisie, les relations entre le pouvoir algérien et le pouvoir tunisien aujourd'hui sont très bonnes, et même sont particulièrement bonnes en réalité. C'est même presque l'exception régionale pour le pouvoir algérien. Parce qu'il y a le pouvoir algérien, j'ai cité tout à l'heure les problèmes qu'il a dans son voisinage immédiat, le Maroc, le Sahel, etc.
avec la Tunisie, surtout depuis l'élection de Kais Saied, le nouveau président tunisien, et surtout depuis son tournant autoritaire, puisqu'il a, et ça rejoint la question suivante, il a fait le choix quand même de mettre fin au parlementarisme, on va dire, qui a prévalu en Tunisie depuis le printemps arabe. Aujourd'hui, oui, on a une convergence autoritaire entre les pouvoirs algériens et tunisiens. On a parfois même des pratiques communes. On a aussi des mécanismes de répression communs aux deux pays aujourd'hui. On a des décisions de justice absurdes qui se ressemblent un petit peu, et parfois même, je dirais malheureusement, qu'en Tunisie, dans le dernier grand procès des supposés complots, on a prononcé des peines extravagantes contre des gens. L'opposition tunisienne a été laminée par le pouvoir, par le président Kais Saied, avec des emprisonnements arbitraires, de courants très différents. Aussi bien des nostalgiques de Ben Ali, comme Abi al-Moussi, qui représentait le courant néo-destourien, bourguibiste, très laïcard et anti-islamiste, que les dirigeants d'Al-Nahda, c'est-à-dire ceux qui représentaient l'islam politique tunisien. Donc côté tunisien, il y a la tentation autoritaire. Et ça rejoint la toute dernière question qui m'a été posée sur le printemps arabe. Le printemps arabe, ça a été une soif de démocratie. Et aujourd'hui, à la question où on en est du printemps arabe, la réponse c'est on a fait le choix de la contre-révolution et de l'autoritarisme. Alors je ne vais pas parler de l'Égypte parce qu'on en est loin, mais dans les 3 pays qui nous intéressent ici, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, vous avez 3 nuances d'autoritarisme, 3 nuances de contre-révolution. Aujourd'hui, malheureusement, on voit sous nos yeux l'autoritarisme marocain. On voit aussi l'autoritarisme algérien et la répression en Algérie et la manière dont on a géré le Hirak et comment on a anesthésié cet élan populaire important. Et en Tunisie, on l'a fait par un président démocratiquement élu. C'est-à-dire que c'est ça en fait la grande différence entre l'Algérie et la Tunisie. C'est qu'en Algérie, c'est un pouvoir plutôt opaque qui a organisé la contre-révolution. En Tunisie, c'est un président démocratiquement élu en 2019 qui, à l'époque, représentait l'esprit du soulèvement tunisien. Parce que je me souviens d'élections tunisiennes à l'époque, Kais Saied, c'était le candidat de la révolution au second tour, face à un candidat qu'on associait au bénalisme. Et ce candidat de la révolution a décidé de tuer la constitution issue de la révolution parce qu'on l'a jugée trop parlementaire, parce qu'on a voulu anesthésier l'ensemble des partis politiques, et il a voulu créer un système populiste, vertical, et il a une assise populaire pour le faire. Je ne sais pas ce qu'elle représente concrètement, parce que dans les élections tunisiennes, les taux de participation, côté algérien, on les gonfle un peu. Donc forcément, on ne sait pas. En Algérie, on va dire de façon très fictive, on est à 47% de participation, alors qu'on n'a jamais vu quelqu'un voter. En Tunisie, quand on a 24%, on le dit. En fait, les Tunisiens, c'est un peu l'autoritarisme transparent, je dirais aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, on va mettre en prison directement l'opposant, mais ensuite l'élection, elle sera vraiment réelle, avec de vrais taux, etc. Mais on est dans un système, une sorte d'autoritarisme un peu transparent. Bon, côté marocain, le printemps arabe marocain, s'est manifesté par 2 choses: une nouvelle constitution en 2011, plus parlementaire, plus constitutionnelle, etc., et une alternance, c'est-à-dire un nouveau parti qui est arrivé au pouvoir et qui est représenté un peu l'islam politique marocain, l'équivalent un peu de ce qu'on appelle en gros l'équivalent des frères musulmans au Maroc, mais avec de nombreuses différences, puisque eux-mêmes ne se réclament pas des frères musulmans. Le Parti pour la justice et le développement, le PJD. Ce parti a gouverné pendant 10 ans. L'un des mécanismes
contre lui le plus simple, en réalité, qu'on a utilisé, c'est la normalisation avec Israël. Puisqu'on lui a imposé de signer cette normalisation alors qu'il n'en voulait pas, puis juste après, aux élections suivantes, tous les autres partis politiques de ce qu'on appelle le Marzen, c'est-à-dire tout ce qui entoure la monarchie, s'est allié contre lui. Et forcément, on se retrouve aujourd'hui avec une espèce d'union sacrée anti-PJD autour du Marzen qui réprime les soulèvements actuels. Donc vous avez des nuances d'autoritarisme, et c'est pour ça que la lecture qu'on a eue jusqu'ici, c'est-à-dire où on s'est dit « oulala, vous avez des pays plus stables, plus démocratiques, etc. » C'est une lecture qui était fausse parce qu'on ne voulait pas avoir cette réalité-là. C'est qu'on a affaire à des faiblesses communes, à des autoritarismes communs. Voilà, je voulais savoir, j'ai découvert après, peut-être après tout le monde, les exactions commises par l'armée dans les années 90. Je voulais savoir quelle population a été concernée, visée par ces exactions et pourquoi. Bonsoir, voilà, moi je suis d'Alger justement, et je voudrais, et merci pour l'histoire d'Algérie, parce que vraiment vous avez été super. Et là je voudrais vous demander pour la langue française. Alger, c'est toujours, les rues, c'est toujours en français. C'est toujours en français. Donc, voilà, je voudrais savoir pour quelle raison, et pas les deux, au moins français et arabe, s'ils veulent. Et la langue française, elle est que chez les personnes de mon âge, de l'époque. Les jeunes ne parlent pas trop français, ça c'est la vérité. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est vrai que l'Algérie, elle a beau. Et puis en plus, moi j'ai connu la colonisation, mais on nous a interdit, par rapport au Maroc et la Tunisie, on nous interdisait de parler notre langue. Ça, je peux vous le confirmer. À l'école, en primaire, il y avait toujours une maîtresse, et bien quand on parlait l'arabe, on était punis. Donc, voilà. Mais la génération de mon âge, elle parle vraiment le français. Mais les jeunes, ils parlent anglais et espagnol. Et c'est dommage parce que il a toujours été, je vois pas pourquoi on le supprime. Et je pense que la langue arabe aussi, ici en France, pourquoi on n'a pas les écoles coraniques, par exemple? Alors, oui, moi je voulais revenir juste sur la question des relations franco-algériennes. Déjà, je vous remercie là, pour votre analyse très éclairante de ce que vous avez appelé le décalage entre le discours et la réalité, en fait. Et ce sur quoi je voulais revenir en posant une question, je vais essayer de préciser, c'était ce que vous avez appelé l'utilisation des tensions franco-algériennes à des fins de politique intérieure du côté français, que vous avez illustré fort justement par les coups de com réguliers de Rotaillot visant l'Algérie, mais à des fins de remise en cause de l'état de droit. Donc en fait, le corollaire de la remise en cause de l'état de droit, c'est aussi la remise en cause, le démantèlement, voire la disparition du droit international. Ce qui est quand même toujours le corollaire, enfin, du point de vue géopolitique, le corollaire de la remise en question de l'état de droit, c'est la disparition du droit international. Et ce qui me semble frappant en France, mais je ne sais pas, peut-être que c'est juste une impression, que je ne suis pas très bien informé, le sentiment qu'on a depuis, on va dire, le début des années Macron, mais sans doute que ça remonte un peu avant, c'est qu'il y a une espèce de dimension en France, un rapport vertical à la diplomatie, et ce qu'a entrepris Macron depuis qu'il a été élu président, c'est vraiment le démantèlement, la destruction progressive de tous les corps intermédiaires, en général dans la société, pour instaurer une relation verticale au pouvoir. Et un des éléments, des incidents de ça, c'est la remise en cause des corps diplomatiques. On a l'impression qu'en France, il n'y a plus du tout de diplomatie, que la diplomatie se fait par coup de com'. Enfin, en principe, dans une relation diplomatique entre deux États, ça se fait d'égal à égal, on discute d'égal à égal,
et pas dans les médias ou à la télévision. On a l'impression que cette remise en cause des corps intermédiaires et donc des corps diplomatiques en France, elle a remplacé la diplomatie par une espèce de diplomatie médiatique de manière verticale, un ministre de l'Intérieur qui n'a aucune autorité diplomatique en la matière, fait des coups de com' diplomatiques. Voilà, on a vraiment l'impression que la diplomatie est remplacée par la communication, et ça, ce symptôme vraiment qui est dramatique, enfin, qui fait qu'évidemment les tensions ne peuvent qu'augmenter, puisque pour assouplir les tensions, il faut bien instaurer un rapport d'égalité diplomatique entre les États. Bon, la diplomatie, c'est bien le fait que deux personnes qui pourraient être adversaires ou concurrents acceptent de discuter d'égal à égal autour d'une table. Et on a l'impression que comme il y a un démantèlement de toutes les structures, des corps intermédiaires diplomatiques en France, la diplomatie est remplacée par la com. Et c'est ce symptôme, évidemment, il renvoie, il me semble que ça renvoie aussi à cette espèce tragique pour nous, quoi, le sentiment que le droit international n'est plus qu'un discours, de la communication, mais n'a plus aucune importance. Enfin, je pense que c'est pas sans lien, quoi. C'est ce à quoi on assiste concernant la remise en cause du droit international et puis le délitement de la diplomatie au sens fort du terme, quoi. C'est ça que j'ai l'impression en France. C'est pour ça que vous avez bien dit quand même que c'est de plus en plus, quand les tensions sont exacerbées par des coups de communication, quoi, alors que la diplomatie, ça ne peut pas se faire par une communication médiatique simplement. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez comprendre, c'est un peu la question. Oui, vous avez évoqué la montée des autoritarismes dans les pays du Maghreb, mais dans votre lecture très intéressante, mais finalement vous assistez relativement peu à ce changement puissant qu'on a en Europe, d'une montée des extrêmes droites, d'une montée des extrêmes, et en définitive, pour reprendre un peu ce qu'a dit monsieur avant, finalement on a l'impression que plus que jamais, c'est les conditions de politique intérieure, notamment française, qui influent sur le rapport à l'international. Une extrême droitisation du président de la République et de son entourage, on le voit, qui par 2 fois a été élu soi-disant pour faire le barrage à l'extrême droite, et qui en définitive est dans une dynamique d'accélération, de rapprochement, il y a une extrême droitisation de la droite centrale, etc. Et donc, dans cette logique qui vise à être encore plus de droite que l'extrême droite, et finalement à finir par l'assimiler, puisqu'on a des échanges qui montrent qu'il y a un rapprochement forcené, avec des échanges extrêmement, maintenant extrêmement tangibles avec l'extrême droite, et donc finalement une volonté de cette élite dans une sorte de coup d'État, puisque les dernières élections n'auront pas donné la réelle majorité, de cette élite de jouer dans cette montée à l'échalote. Avec une lecture qui me semble intéressante, c'est qu'en fait, on a vraiment, il me semble, et vous me direz, une rupture entre une classe politique élitiste de haut niveau qui rentre dans cette dynamique d'extrême droitisation et donc qui a un effet d'affaiblissement sur la diplomatie française qui avait quand même une tradition de tempérance, on va dire, et d'analyse. Et là, on rentre dans le blanc ou le noir. Enfin, il suffit de voir les déclarations de Barrot, le ministre des Affaires étrangères, de Retailleau, etc. Enfin, on a un mélange, on a un chaos général, un bouli-boulga de diplomatie qui est même très, très basique, mais qui rejoint cette extrême droitisation qu'on a dans d'autres pays, par exemple chez Trump, etc. Mais malgré tout, il y a un espoir parce qu'on sent quand même que les partis populaires, enfin les classes populaires, elles, sont de plus en plus déconnectées de cette vision diplomatique et de cette vision internationale. J'en veux pour... alors qu'en France, c'est peut-être un peu moins tangible, mais quand on voit en Italie les mouvements de masse qui sont en faveur de la Palestine, dans d'autres pays, même en Angleterre, alors que Starmer est un soutien forcené d'Israël, on voit les mouvements de masse. Et donc, en définitive, ces relations internationales, elles peuvent être lues, je suis un peu long, mais elles peuvent être lues sous une forme d'opposition de classe, en définitive. Finalement, les postures internationales vis-à-vis de l'Algérie, etc., trahissent
une droitisation de cette élite au pouvoir qui ne veut pas le laisser, et peut-être qu'il y a un espoir quand même vis-à-vis des classes populaires. Voyons quand même que notre pays, il y a beaucoup de concitoyens qui ont des familles franco-algériennes, et la vocation de notre pays, c'est quand même de maintenir ces liens qui sont... Je vous en prie. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez rapproché l'impuissance de moyens en France et l'impuissance de moyens en Algérie. Alors là, je ne me permets de pas être d'accord, parce que quand même, l'Algérie, j'en sais rien, c'est vous qui pouvez le dire, mais en France, on ne va pas dire, par rapport à Gaza et à la reconnaissance de l'État palestinien, que c'est une excuse pour la France d'être impuissante, de ne pas avoir les moyens et d'être impuissante. Là vraiment, je ne peux pas. C'est trop. La première question, c'est par rapport à l'armée algérienne qui a maintenu, depuis 1962. La question, c'était est-ce qu'elle a été remplacée par des jeunes, quoi, parce que ils sont partis à la retraite, ceux qui étaient là en 1962. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis? La deuxième question, c'est si on fait un tour général par rapport aux guerres qu'il y a eu en Orient, c'est-à-dire à partir de la Yougoslavie, Afghanistan, jusqu'à Libye et Maroc, entre guillemets, est-ce que les pays qui ont bénéficié des accords détente d'Abraham, comme le Maroc, et l'Algérie qui donc refuse, est-ce que la crainte de M. Retailleau, enfin des Français politiques, c'est pas la crainte des jeunes qui puissent se révolter, parce que on peut imaginer que toutes ces guerres qui ont été faites avec l'Europe aussi, est-ce que c'est pas dans un but de mondialisation? Et est-ce que, comme il y a quand même des jeunes en France, est-ce qu'ils n'ont pas peur que ces jeunes se révoltent, en France? Je vais peut-être commencer par la remarque sur l'impuissance française. En fait, je ne voulais pas dire que si la France n'a rien fait sur la question palestinienne, c'est parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais surtout dire que en Algérie, comme en France, on a fait preuve d'impotence sur la scène internationale, mais et on sait parfois, notamment pour le cas français, on s'est désarmé diplomatiquement. Mais vous avez raison, c'était un choix. L'Espagne, par exemple, n'est pas un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a pas l'arme nucléaire. L'Espagne parle de génocide, l'Espagne a reconnu l'État palestinien avant, et je dirais même que la reconnaissance de l'État palestinien qu'on a eu en France, on l'a presque pollué, c'est-à-dire qu'on en a fait, on en a fait quelque chose de... En fait, c'était la pire reconnaissance qu'on pouvait imaginer. Puisqu'au lendemain de la reconnaissance, le ministre des Affaires étrangères a hurlé que c'était pour isoler le Hamas, et que c'était ça le principal objectif, comme s'il n'y avait pas un génocide sous nos yeux. Donc c'est... j'ai envie de dire, c'est une impotence, vous avez raison, voulue. C'est ça que je voulais dire. C'est pas, je ne voulais certainement pas dire que la France n'avait pas le choix. Quand le général de Gaulle s'exprime en 1967, oui, on sait déjà que la France n'est pas la puissance qu'elle était au XVIIIe siècle. Mais le discours peut faire la puissance. En fait, au-delà même de la notion de puissance, ce qui compte en réalité, c'est le courage politique, c'est l'autonomie, c'est de manifester une indépendance nationale. Donc, on s'est auto-anesthésié en France, sur le plan diplomatique. Et c'est un choix. On l'a fait, on l'a fait en connaissance de cause. Mais on pouvait faire autre chose. Et on aurait pu faire mieux. Par exemple, j'ai parlé de la notion d'immunité. Quand il y a eu les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, il n'y avait pas besoin d'être une puissance pour dire... Il suffisait d'ailleurs d'être cohérent et d'être
comment dire, attaché au droit international, et en l'occurrence au droit international humanitaire, pour dire, de toutes les manières, la France est signataire du statut de Rome, donc on est État partie à la Cour pénale internationale, donc quand il y a un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, on l'applique. Et on pouvait simplement dire ça. Il n'y a pas besoin d'être puissant pour ça. Il suffisait de dire, si Netanyahou passe, on l'arrête. Donc si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on s'est rendu, oui, on a fait le choix de l'impuissance. Je n'ai pas utilisé le mot dans le sens où ça a été interprété. Je ne l'ai pas utilisé dans le sens où ce n'est pas une impuissance passive, je dirais que c'est une impuissance active. On a programmé notre impuissance. On a même voulu en faire presque une force. On a ostensiblement expliqué qu'on ne pouvait rien faire et qu'on n'avait pas de marge de manœuvre à l'égard des Israéliens, alors qu'on en a, vous avez raison. On peut juste dire, par exemple, oui, on ne va pas le laisser traverser l'espace aérien français. On peut, par exemple, militer pour la fin de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mais au-delà même du génocide, Israël, ça a toujours été une espèce d'exception, de point aveugle dans le discours diplomatique en France et en Europe. Et ça rejoint un peu la question que vous avez posée sur les élites et la décence commune, la décence populaire sur cette question-là. Et ça, c'est un point qui me paraît très important. C'est aujourd'hui, dans les classes populaires et auprès des opinions publiques, ce qu'on appelle les opinions publiques, la langue du droit international, le discours du droit international est audible. On le comprend assez facilement. On sait reconnaître un génocide quand on en voit un. Et les tergiversations, effectivement, on les a parmi les élites politiques. Donc il y a effectivement ce décalage. Il y a ce décalage. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur cette opposition peut-être de classe et sur le parallèle que vous faites entre la montée des autoritarismes au sud de la Méditerranée et l'extrême droitisation des discours ici. Avec un point commun, en réalité, et je vous rejoins sur ce point, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des élites qui aiment de moins en moins l'état de droit à l'échelle nationale et de moins en moins le droit international à l'échelle internationale. Et quand on enlève l'état de droit et le droit international, il reste le rapport de force à l'intérieur et le rapport de force à l'extérieur. Sur l'Algérie, j'aimerais que vous ayez raison. J'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, l'opinion publique française, comme sur la question palestinienne, ne va pas suivre le discours des élites, mais je n'en suis hélas pas certain, parce que je pense que si on faisait un sondage auprès des électeurs de droite sur la question algérienne, vous auriez quand même une majorité pour dire il faut de la fermeté, etc. Je veux dire, on est quand même obligé d'admettre que dans le rapport de force, même à l'échelle des électeurs, sur la question algérienne, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été digéré. Et oui, je le dis en plus dans une région où je pense que si on faisait un sondage, on aurait quand même, je veux dire, on n'aurait pas les réponses qu'on aurait dans cette salle. Ça m'étonnerait vraiment. Parce que j'ai déjà entendu des électeurs à la fois macronistes et de droite dire sur l'Algérie quand même il faut être ferme, il faut taper du poing sur la table, on en a marre de ce pouvoir, etc. Parce qu'encore une fois, on a survendu le discours du privilège algérien. Et le discours anti-immigration porte, et il a pris récemment la forme d'un discours tout bêtement anti-algérien. Et ça, et effectivement, ça marche, et ça va aussi de pair avec une forme d'occidentalisme assumé, en fait, sur la question du génocide à Gaza. Puisque qu'on a, en fait, le vrai drame de ce qui s'est passé, le drame côté européen de ce qui s'est passé à Gaza dès le début, c'était qu'en France, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, en France, on avait le choix. On pouvait, par exemple, dire
la France est attachée au droit international, la France est un pays indépendant, etc., etc. Mais au lieu de faire ce choix, c'est-à-dire qui est le choix du droit, on a fait le choix du discours civilisationnel et identitaire, quelque part. Et soutenir Israël, c'est quand même soutenir le camp occidental, la bonne identité, la bonne civilisation face au monde barbare. Et ça, en fait, c'est le drame qu'on a eu, et c'est un drame, effectivement, qui ne date pas d'hier. Et c'est une question centrale en France, en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est vraiment? Soit on est un pays indépendant, une république avec un cadre légal et avec des principes, puisqu'on a bien utilisé ce mot, soit on est dans une fuite en avant identitaire et civilisationnelle, et si c'est le cas, forcément, même quand il y a un génocide, on choisit ceux qui nous ressemblent. Et ça... Des élites qui sont totalement pénétrées par le choc des civilisations. Exactement, c'est le choc des civilisations, et on a choisi, et on a décrété, et d'ailleurs, même, je dirais, en fait, tout cela se fait quand même dans un contexte de contradictions multiples. L'une des contradictions les plus manifestes, en réalité, en France, les plus fascinantes pour les futurs historiens, c'est de se dire comment un camp politique qui se dit foncièrement laïque considère que son principal allié dans cette guerre, c'est un État fondé sur une forme de théocratie, à la fois ethno et théocratie, c'est-à-dire en gros, et ça c'est la grande contradiction qu'on n'essaie même pas en réalité de résoudre. Et là je parle vraiment pour le coup de la gauche française. Je parle de ceux du camp laïcard, du printemps républicain, de tous ces gens en fait qui incarnent une espèce de gauche supposée anti-républicaine, anti-républicaine et anti-religieuse. Mais quand il s'agit d'Israël, on fait comme si c'était tout à fait normal et naturel de soutenir des colons qui se réclament de l'Ancien Testament. Et ça, c'est tout comme le fait d'associer le soutien à un génocide à la modération. Aujourd'hui, si vous demandez aux élites dirigeantes en Europe et aux États-Unis quels sont les pays arabes les plus modérés, ils vont vous dire c'est le Maroc et c'est les Émirats. Parce que la modération, dans une espèce d'inconscient un peu, complètement, qui subit un renversement moral total, la modération, c'est le soutien à un génocide. Et ça, effectivement, c'est le drame dans lequel on est, et la seule chose qui peut nous rassurer, c'est le fait d'avoir encore des opinions publiques qui résistent. Je finirai peut-être sur les deux premières questions. Les premières questions sur les années 90, sur les exactions de l'armée. Bon, la question des exactions en fait, du pouvoir militaire algérien, elle a commencé à se poser en fait, dès la fin des années 80, dès la répression des grandes manifestations de 1988. Et dès ce moment-là, vous aviez des gens pour, par exemple, s'élever contre la torture pratiquée par le pouvoir algérien. Parmi les écrivains présents ici, il y a Anouar Ben Malek, qui est l'un des plus grands écrivains algériens. Lui était l'un des professeurs de mathématiques, par ailleurs, avant d'être à l'époque professeur de mathématiques en Algérie, puis en France. Et lui a fait partie de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la torture, la pratique de la torture par le pouvoir militaire algérien. Et ensuite, elle a été pratiquée contre qui? Ces exactions, elle a été pratiquée au début contre les groupes supposés islamistes, parce qu'on a commencé comme ça. En fait, il y a eu des témoignages sur tout ce qui s'apparentait en fait à l'islam politique était un peu suspect. Ensuite, ça a visé différents, on va dire, différents opposants, ça c'est sûr. Le vrai problème en réalité de cette question, c'est qu'il y a eu des exactions commises par des deux côtés. Les groupes
terroristes, les GIA, les groupes islamiques armés, ont commis des massacres on va dire de masse, qui étaient indéniables. La question en fait, qui s'est posée, l'un des débats qui s'est posé en Algérie, c'était la question du lien entre certains groupes et le pouvoir militaire lui-même, le fameux qui tue qui était une question un peu qui s'est un peu posée. L'autre question qui s'est posée, c'était est-ce que dans quelle mesure parfois on a laissé faire, parce qu'il y a eu des massacres par exemple qui ont été commis dans des endroits où les militaires n'étaient pas loin. Je pense au massacre de Ben Talha en 1997. Bon, je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. La seule réponse que je peux vous faire, c'est que sur cette question-là, le principal problème, c'est que c'est une question taboue en Algérie. C'est une question presque interdite en Algérie, puisqu'on a même légiféré contre cette question. Donc, si on pousse loin la réflexion, etc., en Algérie aujourd'hui sur ça, on n'a pas le droit de le faire. Et ça, c'est un drame, parce que... et ça, c'est tout le drame, d'ailleurs, du rapport à l'histoire en Algérie, parce que l'histoire de la colonisation est une histoire très importante pour nous. C'est indéniable. Mais notre génération a d'autres choses aussi qu'elle voudrait pouvoir étudier librement. C'est-à-dire ce qui s'est passé aussi après. On a d'autres dates. Et ces choses-là, effectivement, on a du mal à les étudier aujourd'hui en Algérie. Ce sont des sujets malheureusement tabous, pour des raisons diverses et variées, parce qu'on a voulu tourner la page. On a voulu tourner la page même par la loi, par la concorde civile, parce qu'on a appelé la concorde civile. Donc on a un peu, oui... alors les romanciers le font plus librement, puisque maintenant il y en a des romans, par exemple, qui sortent sur ces sujets-là. Récemment, Kawthar Ademi a écrit un roman où elle évoque cette période. Par le roman, on peut le faire. Mais faire une recherche, par exemple, sur les exactions commises par l'armée, sachant que moi-même, je n'ai jamais travaillé là-dessus, donc je ne pourrais jamais vous donner de réponse précise, je ne peux que vous dire, en gros, quelles sont les grandes questions qui ont été posées. Et cette question-là, effectivement, elle s'est posée, et je sais qu'on n'a pas trop le droit de la poser aujourd'hui en Algérie. Mais c'est une question, effectivement, qu'on devrait pouvoir étudier librement. Pardon. Il va falloir qu'on s'arrête. Juste, oui, deux derniers points sur les rues d'Alger en français et en arabe. Oui, les rues d'Alger sont souvent écrites en français et en arabe. Ça dépend où, mais... est-ce que c'est encore écrit vraiment pour vous répondre, hein, parce que j'essaie de faire fonctionner ma mémoire de mon dernier voyage à Alger. En réalité, c'est écrit en arabe, en fait, maintenant. Je veux dire, non seulement en arabe, les noms en français sont devenus assez rares, en réalité. On les retrouve un peu. Parfois, on retrouve un vestige. Je vais vous donner des exemples très précis. Au centre-ville d'Alger, il y a l'ancienne rue d'Isly, par exemple. À un moment donné, vous voyez un petit vieux truc où il y a marqué la rue d'Isly, mais sur les trucs, mais sur les officiels, c'est la rue Al-Albi Ben Mehdi. Dans les hauteurs, à Villard aussi. Oui, mais ça dépend de la période dont vous parlez. Ouais, mais de toute façon, le panneau, il est pour toute l'année. On n'a pas besoin d'être en... Oui, mais aujourd'hui, pour vous dire... J'étais l'année passée pour vous dire, oui. Je suis restée... Non, en fait, je pense que ça dépend des quartiers. Il reste des vestiges de noms en français. Dans certains coins, honnêtement, vous ne trouvez pas de noms en français du tout, de certaines rues. Et parfois, vous avez effectivement, vous avez les deux. Au centre-ville d'Alger, vous avez souvent les deux, la rue. Et en plus, vous avez des noms, par exemple, qu'on a gardés en français. Vous avez l'avenue Pasteur, vous avez la rue Henri Dunant, mais vous avez. En fait, je pense que, pour vous répondre, dans l'espace public à Alger, on a un rapport qui est assez particulier à la langue, et on n'a pas fait d'arbitrage définitif. C'est-à-dire que vous retrouvez aujourd'hui, par exemple, avec des pharmacies où il y a écrit, où on lit la pharmacie en français et en arabe, puis dans un autre quartier, vous allez vous retrouver face à un hôpital ou une clinique où on a décrété qu'il fallait écrire ici qu'en arabe et en anglais. Vous prenez le métro d'Alger. Le métro d'Alger est un métro bilingue français-arabe, pour le coup.
Mais c'est une question de temps, ça va encore évoluer. Voilà, et c'est une question probablement de temps, c'est une question de parti pris. Et comme je vous le disais, le rapport aussi à le rapport à la décision en Algérie est particulier. C'est pour ça que j'ai parlé de cryptocratie tout à l'heure. Je voulais dire, en gros, on ne sait pas toujours qui a le dernier mot sur quoi et à quel moment. Parfois, par exemple, on peut prendre une décision, mais parfois, à une autre échelle, vous allez vous retrouver avec un autre acteur qui a décidé de prendre une autre décision. Donc je pense... Ah oui, pardon. Vous avez parlé de l'interdiction, effectivement, quand vous étiez enfant, de parler l'arabe. Oui, c'est une question très intéressante. Là, c'est une question qui a été... c'est un point qui a été largement évoqué par Assia Djebar, qui est présente ici. Et ça a créé, je pense, effectivement, des frustrations et un rapport assez particulier et parfois conflictuel à la langue arabe auprès de toute une génération d'Algériens. Et je dirais même que même les générations suivantes l'ont subi. En fait, je pense que travailler sur la langue en Algérie mériterait un effort très particulier, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour le dire vite, je dirais que quelle que soit la génération, on a un rapport toujours très très particulier, très conflictuel aux différentes langues, et particulièrement à la langue arabe. Et de votre génération à ma génération, on a un rapport qui reste toujours parfois assez particulier à la langue arabe. Je ne parle pas de la langue arabe du dialecte, je ne parle pas à l'algérien, je parle au fosha, à l'arabe littéral. Oui. Oui, bon. Pendant la colonisation, je parle. Oui, bien sûr, avant 62, oui, il y avait... Il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas le ramadan. Oh là là, attention, Ben oui, c'est ça la colonisation, malheureusement. Et oui, c'était toute la domination coloniale et que vous décrivez, effectivement. Et la notion d'assimilation, d'ailleurs, qu'on utilise aujourd'hui en France, bon, son principal laboratoire, ça a été l'Algérie française. Donc, effectivement. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Par contre, on me dit d'arrêter parce qu'il est 20h30. Merci.